Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire une ANOVA 1 ou une ANOVA 2 sur SPSS. Alors, pour les ANOVA, nous allons reprendre la base de données que j'ai déjà utilisée, à savoir, donc notre VD, ce sera la satisfaction au travail. Donc, pour rappel, c'est un score allant de 1 à 10. Au plus le score est élevé, au plus le travailleur est satisfait de son travail. Et nous allons analyser l'effet de deux VI, de deux variables indépendantes, donc tous les deux qualitatives, sur la satisfaction au travail. Donc c'est le contrat de travail, à savoir est-ce que le travailleur est en CDI, en CDD ou en intérim, et la taille de l'entreprise, est-ce qu'il s'agit d'une petite, d'une moyenne ou d'une grande entreprise. Voilà, dans un premier temps, nous allons commencer par l'ANOVA 1. Donc nous allons juste tester le contrat... non, on va faire la taille de l'entreprise, vu que les significatifs, c'est plus intéressant. Voilà, alors pour faire une ANOVA 1, il y a deux manières de le faire en fait. Moi j'ai tendance à favoriser celui-ci, donc quand on va dans Analyze, on va dans General Linear Model et puis dans Univariate, donc en fait c'est le GLM qu'on utilise avec une seule VD. Multivariate ça veut dire plusieurs VD, et ça c'est les mesures répétées. Donc une seule VD, et alors là donc on met... La VD, variable dépendante, c'est marqué tel quel, donc c'est la satisfaction. Et dans les facteurs fixes, donc facteurs, je vous rappelle que c'est l'autre mot pour dire VI dans une ANOVA, on peut parler de facteurs ou de critères de classification. Les deux termes veulent dire la même chose, ça veut dire VI et dans le cas d'une ANOVA, donc on n'utilise pas ces termes dans une régression. Donc là, on met la taille de l'entreprise. Donc là, je vais bien tester l'effet de la taille de l'entreprise sur la satisfaction au travail. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Bon, déjà, je vous rappelle que quand on fait une ANOVA, il faut tester les conditions d'application. Sur SPSS, en fait, la seule manière de tester les conditions d'application, c'est de faire une ANOVA. Donc là, vous pourriez penser que je suis en train de mélanger un petit peu. Il y a la théorie de ce qu'on fait, et puis il y a la manière de le faire sur SPSS, qui ne colle pas toujours, à savoir que les conditions d'application se font au moment même de l'ANOVA, et même après pour la normalité des résidus. Donc là, il y a plusieurs boutons qui sont importants. On va dans Save, parce que là, on a les résidus. Résidus, moi, je conseille toujours les standardiser. Comme ça, on a des valeurs qui, normalement, doivent être comprises entre -2 et 2. Si elles ne sont pas comprises entre -2 et 2, bon, c'est généralement le cas. Généralement, ça ne pose pas problème, mais donc, ça nous donne justement une idée à quel point les valeurs s'éloignent de la norme. Donc, les résidus standardisés, dans Save, qui va nous permettre de tester la normalité des résidus. On va dans Options. Alors moi personnellement j'aime bien avoir les moyennes, donc je clique sur Overall pour avoir toutes mes VI et je les mets à droite, donc comme ça on aura les moyennes, voilà. Vous pouvez demander les statistiques descriptives si vous n'avez pas encore fait de tableau descriptif. Je vais le faire comme ça vous voyez ce que c'est. Ça c'est vraiment pas obligatoire pour l'ANOVA. Ce que je recommande c'est la taille de l'effet. Donc pour rappel la taille de l'effet c'est le état carré partiel, c'est pour savoir justement à quel point, quel est le pourcentage de la variance de la VD expliquée par la VI. Ça, nécessaire absolument, le test d'homogénéité, donc c'est le test de Levené. Donc ça, c'est pour tester si oui ou non les variances sont homogènes. Vous ne pouvez pas faire une ANOVA sans cocher ceci. Et voilà pour cette fenêtre. Alors, on va également demander les post-hoc. Donc, pour rappel, il y a 3 étapes à l'ANOVA. Première étape, les conditions d'application. J'ai été dans Save pour avoir mes résidus et j'ai été dans Options pour avoir l'homogénéité des variances. L'étape 2, c'est simplement ici, ça c'est ça l'ANOVA. Et l'étape 3, c'est donc bel et bien les tests post-hoc. Donc, je ne sais pas encore si mon ANOVA sera significative. Vous pourriez le faire en 2 fois, mais moi je ne vois pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de lancer une ANOVA sur SPSS et puis de se dire ok c'est significatif, donc je refais une ANOVA, parce qu'il faudra entièrement tout refaire, pour avoir mes tests post-hoc. Donc, je demande les tests post-hoc pour toutes mes VI, taille dans l'entreprise. Et alors, personnellement, je travaille avec le Bonferroni, parce que Bonferroni, c'est donc un test a priori le plus conservateur. Donc pour moi, c'est le meilleur point. Mais vous pouvez demander tu kiffes, en fonction de ce qu'on vous demande. Et voilà, pour l'ANOVA 1, ça se passe comme ça. Alors, je clique sur OK. Donc je vois que SPSS me sort énormément de tableaux. Je vois qu'on a d'abord les facteurs intersujets. Donc facteur, ça veut dire VI. Intersujet, ça veut dire qu'on s'occupe des VI qui ne sont pas répétés. Donc c'est des facteurs, des VI intersujets, des VI between. Parfois on utilise le mot anglais.
Alors ici, je n'ai qu'une seule VI et elle est effectivement bien intersujet. Donc inter et intrasujet, j'en parlerai essentiellement lorsque je parlerai des mesures répétées. La plupart du temps, une ANOVA, c'est simplement intersujet. Donc là, on reprend bien ma VI, donc taille de l'entreprise, à 3 niveaux, petite, moyenne et grande entreprise, avec le nombre de participants dans chaque catégorie. Ça, c'est donc ma VI. Ça, c'est les descriptifs que je demandais, donc ils ne sont pas du tout nécessaires. Mais comme ça, je peux déjà apprécier que la satisfaction au travail semble quand même nettement plus élevée pour les gens qui travaillent dans une petite entreprise par rapport à ceux qui travaillent dans une moyenne ou dans une grande entreprise. C'est là que la satisfaction est la plus basse. Je vois que l'écart type est relativement similaire. En tout cas, il est plus faible là et il augmente au fur et à mesure. Bon, voilà, ça c'est... Je vois que la moyenne, tous mes participants confondus, donc peu importe la taille d'entreprise, ont une satisfaction de 5 et un écart type qui est nettement plus grand ici, pour 50 individus. Voilà. Donc ça, c'est des descriptifs, tout simplement. Ça, c'est important naturellement, le test de Levené. Le test de Levené qui donc nous donne la p-valeur pour savoir si nos variances sont homogènes ou hétérogènes. Ici, le test est non significatif, car la p-valeur est supérieure à 0.05. Du coup, non-rejet de A0, on ne peut pas rejeter... on ne peut pas dire que les variances sont hétérogènes. Donc, ça c'est pour ma première condition d'application. Ça c'est l'ANOVA, donc je vais expliquer plus tard. Ça, ce n'est pas très important. Et ça, c'est le test post-hoc. Alors, donc, là j'ai juste vérifié une des conditions d'application de mon ANOVA. Il m'en reste une deuxième, qui est la normalité des résidus. Et l'indépendance des données, mais ça de nouveau, les données sont effectivement indépendantes. Alors, j'avais fait quelque chose pour les résidus. J'avais cliqué sur le bouton Save et j'avais demandé du coup à sauvegarder les résidus standardisés. C'est cette variable-ci qui a été créée. Donc quand j'ai fait mon ANOVA, cette variable a été créée. Ça c'est donc mes résidus pour ma VD. Alors, je dois donc faire un QQplot pour vérifier si mes résidus respectent bien une courbe normale. Pour ça, je vais dans Analyse, Descriptive Statistics et QQplot. C'est le seul graphique qui ne se trouve pas dans les graphiques. Voilà. Alors, pour le QQplot, je demande simplement à faire un QQplot de mes résidus standardisés. Si vous avez plusieurs variables résidus parce que vous avez fait plusieurs ANOVA ou régressions ou autres, sachez que simplement si c'est la dernière ANOVA que vous venez de faire, pour laquelle vous voulez tester les résidus, ce sera la dernière variable. Voilà, donc là je fais mon graphique. Et je vois que globalement c'est OK. Donc ici on est bien dans les résidus standardisés, moi je suis plus à l'aise à l'idée de travailler avec ça, parce que standardisé ça veut dire que la moyenne sera automatiquement mise à 0, et normalement la grosse majorité des résidus devrait se trouver entre -2 et 2 sur l'axe des X, et -2 et 2 sur l'axe des Y. Du coup, si vous voulez, ça vous fait un peu un petit carré comme ça, de valeurs qui devraient se retrouver dedans. On voit qu'il y en a une ici, par exemple, qui est un peu plus basse, mais qui est OK là, et une qui est presque à 3, et un peu plus de 2 ici. Voilà, donc il y a deux données éventuellement qui s'éloignent un petit peu de ce -2, 2, mais bon, 2 données sur 50, c'est OK. Normalement, c'est 95% des données qui devraient être dedans. Voilà, donc la normalité des résidus, elle est plus ou moins respectée. Enfin, on a vu bien mieux, mais on a vu bien pire également. Du coup, on peut dire que mes conditions d'application de l'ANOVA sont respectées. Je peux regarder mon tableau de l'ANOVA. Mon tableau de l'ANOVA, c'est donc le Test of Between Subject Effects. Donc, on teste les effets intersujets. Ma variable dépendante est bel et bien la satisfaction au travail. Et ici, dans la première colonne source, j'ai ma ou mes VI. Donc ici, j'en ai qu'une, c'est la taille de l'entreprise. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est la p-valeur. P-valeur significative. Parce que inférieure à 0,05. Donc, ça signifie qu'on rejette H0. On rejette l'hypothèse d'égalité entre les moyennes. Ça veut dire que ma VD, ma satisfaction au travail, varie significativement en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, la taille de l'entreprise a bel et bien un impact sur la satisfaction au travail. Ça, c'est donc la première chose à tirer de ce tableau. La deuxième chose, j'avais donc demandé la taille de l'effet, qui apparaît ici. Et donc, pour rappel, ceci est un pourcentage. Il s'agit donc de 67,7%.
Et donc, la phrase un petit peu retenir par cœur jusqu'à ce que ça finisse par rentrer, c'est donc que 67,7% de la variance de la VD, donc de la satisfaction au travail, est expliquée par la VI, donc la taille de l'entreprise. Donc pour rappel, de nouveau, ça c'est un chiffre qui n'est pas du tout normal, qui est extrêmement énorme, c'est rare, parce que de nouveau, la satisfaction au travail, c'est une variable extrêmement complexe, comme tout ce qu'on mesure en sciences sociales. La satisfaction au travail, elle est influencée par des centaines, probablement des milliers de variables indépendantes différentes. On ne va jamais faire une ANOVA avec 10 VI, donc on n'aura jamais une ANOVA vraiment complète. Mais nous, de nouveau, notre but en tant que chercheur, c'est de pointer du doigt les variables les plus explicatives, les variables les plus influentes, celles qui vont peser le plus lourd dans la balance, et donc sur lesquelles il faudra travailler pour, par exemple, augmenter la satisfaction au travail. Voilà. Donc ici, clairement, la taille d'entreprise joue un rôle primordial dans la satisfaction au travail. Je rappelle que ces données sont fictives. Hein. Mon but, c'était juste de vous montrer l'ANOVA significative. Donc voilà. Ça, c'est la deuxième étape de l'ANOVA. Significative et état carré, la taille de l'effet. Troisième étape, on sait que l'ANOVA est significative. Donc, moi, ça m'intéresse de passer à la troisième étape parce qu'elle est significative. De nouveau, si elle n'était pas significative, on s'arrêterait là. Ça ne sert à rien de faire des tests post-hoc. Donc, mon ANOVA est significative. Donc, j'aimerais bien savoir en quoi la taille de l'entreprise joue un rôle dans la satisfaction au travail. Et ma VI contient plus de deux groupes. Parce que je reprends mes moyennes ici. Imaginons que je n'ai pas les grandes entreprises, je n'ai que petites et moyennes, et j'ai une ANOVA significative. Vu que je n'ai que 2 groupes, ça ne sert à rien de faire des tests post-hoc. D'ailleurs, SPSS vous le refuse. Si vous demandez un test post-hoc pour une variable indépendante qui n'a que 2 catégories, il va vous dire clairement que ça ne sert à rien. C'est le moment où vous vous sentez un petit peu bête, ça m'est déjà arrivé, vous inquiétez pas. Donc l'idée c'est que si je n'ai que 2 groupes et qu'il y a une différence significative, d'office je peux directement conclure que les gens qui travaillent en petite entreprise sont significativement plus satisfaits que ceux qui travaillent en moyenne entreprise. Il n'y a pas de troisième groupe, donc c'est pas nécessaire d'aller faire un test post-hoc. Voilà, donc ici j'ai 3 groupes, donc je vais aller voir les tests post-hoc, donc j'avais demandé le Bonferroni. Donc il est marqué ici test post-hoc par rapport à la taille de l'entreprise, ma VI. Et donc les tests post-hoc de Bonferroni, pour rappel, on teste à chaque fois 2 à 2 et on voit que tout est significatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque groupe a une satisfaction moyenne significativement différente des 2 autres groupes. Du coup, là, il suffit simplement de regarder les moyennes et donc de conclure que les travailleurs en petite entreprise ont une moyenne de 8,08 et sont significativement plus satisfaits de leur travail que les travailleurs en moyenne entreprise qui ont une moyenne de 5,24 et ces derniers sont eux-mêmes significativement plus satisfaits de leur travail que ceux qui travaillent en grande entreprise qui eux ont une moyenne de 3,05. Voilà. Donc, ça c'est une ANOVA 1 menée de A à Z sur SPSS. Si vous n'avez pas tout compris, allez voir la vidéo sur la théorie où là je prends énormément de temps pour expliquer ce que c'est une ANOVA, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, etc. Ici, on est vraiment juste dans la pratique SPSS. Alors, maintenant, je vais vous montrer une ANOVA 2. C'est pas beaucoup plus compliqué. Ah non, excusez-moi. D'abord, il faut que je vous montre le One Way ANOVA. Donc, l'ANOVA 1, comme je vous disais, il y a 2 manières de le faire. Soit vous allez ici dans Analyze, General Linear Model Univariate, c'est ce que je viens de faire. Soit vous allez dans Analyze, Compare Means, donc comparaison de moyenne, One Way ANOVA. Donc, One Way, ça veut dire donc un seul facteur. Vous voyez d'ailleurs qu'il n'y a de la place que pour une seule VI. Donc, ma satisfaction au travail, c'est ma VD. Et la taille de l'entreprise, c'est la VI. Donc déjà, vous voyez qu'ici, de nouveau, une seule VI. Et donc, par contre, je peux mettre plusieurs VD. Pourquoi je peux mettre plusieurs VD? En fait, si vous voulez tester plusieurs ANOVA 1, est-ce que la taille de l'entreprise a un effet sur la satisfaction de travail? Est-ce que la taille de l'entreprise a un effet sur le score obtenu au BDI, sur le quotient intellectuel, sur l'âge? Bon, ça n'a pas de sens tout ça, mais voilà. Donc vous pouvez faire plusieurs ANOVA d'un coup. Voilà. Ici, en fait, il faut savoir que le One Way ANOVA, c'est la seule manière de faire les contrastes linéaires. Tout simplement.
Donc, si vous voulez faire des contrastes linéaires, donc de nouveau pour la théorie, je vous envoie vers la vidéo sur les tests post-hoc. Ici, je n'explique pas comment ça fonctionne un contraste, juste comment le faire sur SPSS. Il faut cliquer sur polynomial, et donc là, il y a les différents types de contrastes qui s'affichent. Nous, on a parlé du linéaire, donc c'est celui-là. Et là, vous devez mettre un coefficient pour chaque groupe. Donc, j'ai 3 groupes. J'ai petite, moyenne et grande entreprise. SPSS les reprend dans cet ordre-là. Donc, si je veux tester un contraste linéaire qui mesure si les gens qui ont une satisfaction au travail, je pense qu'elle sera plus élevée en petite et en moyenne entreprise contre la grande entreprise. Donc, je vais regrouper petite et moyenne entreprise entre elles. Je vais faire par exemple le contraste suivant. Je vais mettre un coefficient de 1, donc coefficient de 1 qui va aller pour la petite entreprise, de 1 pour la moyenne entreprise et moins 2 pour la grande entreprise. Donc petite, moyenne, grande. Comme c'est affiché dans SPSS. Donc là, j'ai attribué un coefficient à chacun de mes groupes et mes coefficients doivent respecter les 2 règles dont je vous parlais dans la vidéo pour les tests post-hoc, à savoir que la somme des coefficients doit être égale à 0, 1 plus 1 moins 2 ça fait bien 0, et que le coefficient pour les moyennes qui sont mises ensemble, qui sont regroupées, doit être le même. Donc ici, petite et moyenne entreprise ont le même coefficient, donc ça veut dire qu'ils sont ensemble. Donc c'est vérifié. Je peux faire un deuxième contraste, enfin je peux faire autant de contrastes que je veux en soi. Donc on clique sur Next, et donc là j'ai un deuxième contraste qui serait de dire au contraire que moi, je pense que les moyennes entreprises, elles auront le même degré d'insatisfaction que les grandes entreprises. Donc là, par exemple, je vais faire l'inverse. Je vais mettre 2 du coup pour petite entreprise, et moins 1 pour moyenne entreprise, et moins 1 pour grande entreprise. Et donc là, j'ai construit mon contraste. Pour rappel, il y a également moyen d'exclure un des groupes. Si on veut juste tester certains groupes entre eux, en supprimant un groupe. Alors par exemple, si je veux juste tester la différence entre moyennes et grandes entreprises, je vais mettre 0 pour la petite entreprise parce que j'aimerais bien ne pas prendre en compte les petites entreprises. Et là, je vais par exemple mettre 1 et moins 1. Donc petite entreprise, moyenne entreprise et grande entreprise. Mais là, mon contraste linéaire ne va s'intéresser qu'aux moyennes et aux grandes entreprises. Voilà, donc là j'ai 3 contrastes linéaires. Je peux aller les modifier si j'ai envie, les recommencer, etc. Donc ça, c'est ce que je vais tester. Post-hoc. Post-hoc, c'est, voilà, bonne féronie. Moi, de nouveau, je ne jure que par ça. C'est le plus conservateur. Mais vous pouvez prendre d'autres si vous voulez. Et option, donc là, on peut demander les descriptives. On peut demander le test de l'homogénéité des variances, de Levené, naturellement, ça c'est un obligatoire. Et on peut demander la correction de Welch. Donc Welch, pour rappel, c'est ce qu'on fait lorsque la condition d'homogénéité des variances n'est pas respectée et qu'on n'a pas réussi à transformer la variable de manière satisfaisante. Donc si vous avez besoin de Welch ou si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller voir ma vidéo sur qu'est-ce qu'on fait lorsque les conditions d'application ne sont pas respectées. Voilà. Donc voilà pour le One-Way ANOVA. Alors pourquoi moi je n'aime pas le One-Way ANOVA quand je fais une ANOVA 1, tout simplement parce qu'ici, on ne peut pas sauver les résidus. Et donc, je trouve ça un peu pénible, personnellement, pour vérifier la condition d'application de la normalité des résidus. Moi, je préfère passer par le bouton Save que je vous ai montré tout à l'heure. Mais bon, comme ça, vous voyez tout. Donc, de nouveau, là, on a un tableau descriptif, rien de nouveau. On l'a déjà, il est différent de l'autre, mais soit, c'est la même chose. On a la moyenne, on a le nombre d'individus dans chaque groupe, l'écart type, c'est ce qui est le plus important. Test d'homogénéité des variances, de nouveau qui nous dit qu'il est non significatif, c'est la même chose, c'est le même calcul, donc il n'y a pas de raison qu'il soit différent. Et alors là, on a une ANOVA, où donc il faut regarder le Between Groups, et il faut regarder le Combined, donc la première ligne. Voilà, généralement on n'a pas tout ça, généralement on a juste 3 lignes, Between Groups, Within Groups et Total. Ici, c'est parce que c'est un plan non balancé. Donc, un plan non balancé, c'est quoi? C'est quand, dans mes groupes, je n'ai pas le même nombre d'individus. Si j'avais eu 20 travailleurs en petite entreprise, 20 travailleurs en moyenne entreprise et 20 travailleurs en grande entreprise, j'aurais eu un plan balancé. Donc, un plan balancé, j'ai envie de dire, c'est généralement quand on fait des conditions expérimentales. Parce que quand on trouve des participants dans la nature, c'est difficile d'avoir autant d'hommes que de femmes. Autant de statut socio-économique moyen, faible, moyen, élevé, etc., etc.
Donc les blancs non balancés, c'est quand même plutôt la norme. Donc between groups, c'est le F qui est là, et donc la p-valeur qui est là. Voilà. Alors, ça c'est donc l'étape 2 de l'ANOVA. Et l'étape 3, ben ici, on a test de contraste, et il ne m'a pas affiché le Bonferroni. Comment ça se fait, ça? Bon, c'est curieux. Je vais vite le refaire, je ne l'ai peut-être pas coché correctement. Bon, effectivement, voilà. Donc, c'est peut-être à cause des contrastes. Voilà, Bonferroni. Et donc, j'ai également mes contrastes. Donc, test post-hoc, ici, j'ai donc mes 3 contrastes que j'avais réalisés, donc que j'ai fait pour vous montrer un petit peu comment ça marchait. Et donc, ici, on a nos variances qui sont homogènes. Grâce au test de Levené, on le sait. Et là, on a les résultats de mes 3 contrastes. Les 3 sont significatifs. Donc, le premier contraste est significatif. Ça signifie que la moyenne de la satisfaction dans la grande entreprise est significativement différente des moyennes des petites et moyennes entreprises mises ensemble. Deuxième contraste significatif, ça signifie que la moyenne de petites entreprises est significativement différente de moyenne et grande entreprises mises ensemble. Et le troisième contraste linéaire est significatif, ce qui signifie que les gens qui travaillent en moyenne entreprise ont une satisfaction au travail significativement différente de ceux qui travaillent en grande entreprise. Pour rappel, ici, la correction de Bonferroni n'a pas eu lieu. Donc votre p-valeur, 0,05, il faut la diviser par 3. Mais vu que tout est inférieur à 0,001, ça passe. Mais pour rappel, si on avait eu 0,03, en théorie c'est significatif, pas ici vu qu'il y a la correction de Bonferroni. Donc attention à ça. De nouveau, si vous ne comprenez pas ce que je dis, allez voir la vidéo sur le test post-hoc. Et le Bonferroni, il nous dit la même chose, à part que lui, il compare à chaque fois les moyennes 2 à 2. Tout est significatif, donc tout est significativement différent. On a les mêmes résultats que tantôt, parce que de toute façon, c'est une ANOVA. Voilà, ça c'est l'ANOVA 1. Maintenant, nous allons passer à l'ANOVA 2. Alors, donc pour ça, on va dans Analyze, General Linear Model, Univariate. Ce qui change, c'est simplement qu'on va mettre un deuxième facteur, une deuxième VI, qui est donc le contrat de travail du travailleur. Alors, post-hoc, Bonferroni toujours. Et là, pour les 2 variables indépendantes, je m'occupe toujours de mes résidus parce que je dois vérifier si les résidus sont normaux. Voilà, j'ai demandé des moyennes pour tout, donc vous voyez qu'il m'a rajouté, il y a 2 VI, mais il y a également maintenant ici l'effet d'interaction. J'ai gardé cet extrait, enfin ça je vais décocher, vous avez vu. Ça, forcément, quand on a plusieurs VI, je dirais que c'est d'autant plus important que quand on n'a qu'une seule, parce que là, ça permet vraiment de relativiser les effets des variables. Test d'homogénéité, forcément, vu que c'est la condition d'application de l'homogénéité des variances. Donc, option et save comme d'habitude, post-hoc également. Par contre, ce qui peut être sympa, c'est les plots. Donc, plots, c'est les graphiques. Pour justement voir mieux l'effet d'interaction ou les effets principaux, on peut faire des plots. Et donc, là, ce que je conseille de faire, c'est de mettre en axe horizontal et en separate lines les 2 VI. Et puis, ajouter. Et puis, vous faites l'inverse. Vous mettez celui qui était dans separate lines, vous le mettez dans horizontal axis. Et inversement. Du coup, vous avez VI1, VI2, VI2, VI1. Voilà, vous allez voir ce que ça donne. Et donc, avec ceci, on a tout. On est prêt pour lancer notre ANOVA 2. Alors, de nouveau, notre ANOVA 2, elle commence par nous dire quoi? Elle nous donne d'abord nos facteurs intersujets, donc nos VI intersujets. On en a 2, on a la taille de l'entreprise et on a le contrat de travail du travailleur, chacun étant à 3 niveaux. Donc ici, on est dans un ANOVA 3 x 3. Parce qu'on a 3 groupes de taille de l'entreprise versus 3 groupes de contrats de travail. On a le nombre d'individus dans chaque groupe. Et donc, la valeur, ce que ça signifie. Donc, on a les différents groupes. On a petite, moyenne et grande entreprise, CDI, CDD et intérim. Le test de Levené est très important, forcément, comme toujours, est non significatif. Donc, cela signifie que nos variances sont bel et bien homogènes. La condition d'application de l'homogénéité des variances est respectée.
Mais, de nouveau, ma normalité des résidus, elle est ici. Donc, j'ai créé la variable résidu standardisé. Donc, de nouveau, je dois faire un qqplot pour vérifier si ma deuxième condition d'application est vérifiée. Donc, je vais dans Analyse, Descriptive Statistics, qqplot. Ça, c'est l'ancienne. Donc, maintenant, je mets les nouveaux résidus de cette nouvelle ANOVA. Et donc, là, je vois que c'est respecté. Là, on voit qu'ils suivent quand même bien la courbe. Il y a de nouveau, oui, il y en a 2 qui sont un petit peu exagérés ici, un là, mais rien d'anormal, rien d'alarmant. Donc, étape 1 de l'ANOVA, valider. Mes résidus sont normaux, l'homogénéité des variances est respectée. Je peux passer à l'étape 2 de l'ANOVA, qui est l'interprétation du tableau de l'ANOVA. Est-ce que mon ANOVA est significative? Donc, je vais dans le tableau Test of Between Subject Effects. Ma VD est bien la satisfaction au travail. Et vous voyez que dans les VI, ici, j'ai taille entreprise, contrat de travail et taille entreprise avec l'interaction avec contrat de travail. Donc, pour rappel, dans mon ANOVA 2, j'ai 3 hypothèses à vérifier. Une ANOVA 1, j'ai une hypothèse. Une ANOVA 2, j'ai 3 hypothèses parce qu'il y a l'effet de la VI 1, l'effet de la VI 2 et l'effet d'interaction. ANOVA 3, il y a 7 hypothèses à vérifier. L'effet de la VI 1, VI2, VI3, donc 3 effets principaux. Et puis les interactions entre VI 1 et 2, 1 et 3, 2 et 3, et la triple interaction 1, 2, 3. Donc au total, 7 hypothèses. Donc vous voyez que les ANOVA, ça prend vite de l'ampleur au fur et à mesure qu'on rajoute des VI. Donc généralement, on va jamais faire une ANOVA 5. Donc ici, on a donc 3 lignes intéressantes. La taille de l'entreprise est significative. Bon, on l'avait fait dans l'ANOVA 1, donc a priori, ça reste significatif. Donc la taille de l'entreprise a une influence significative sur la satisfaction au travail. Le contrat de travail est presque significatif, mais malheureusement, il ne l'est pas. De nouveau, c'est trop risqué d'admettre une différence, alors que là, on joue clairement avec la limite, avec le seuil de la p-valeur. Du coup, là, on ne va pas admettre une différence, une influence. Et ici, on a le terme d'interaction. Ben, de nouveau, bon, il n'est pas du tout significatif, mais on est quand même à 10% de chance de se tromper, donc il y a quand même quelque chose qui se joue. Mais voilà, de nouveau, là, non-rejet de AG au point. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un effet significatif d'interaction. Alors, là, vous voyez que donc sur mes 3 hypothèses, j'ai un effet principal confirmé, un effet principal non significatif et l'effet d'interaction non significatif. Donc ça, c'est mes 3 hypothèses. Pour le état carré, donc la taille de l'effet, on voit que ici la taille de l'entreprise a un pourcentage de 73,6% de la variance expliquée par la taille de l'entreprise, donc de nouveau c'est énorme. Contrat de travail, on voit qu'on est quand même à 13%, donc c'est pour ça qu'on n'est pas loin du significatif, c'est parce que c'est quand même un chiffre important. Bon, là par contre c'est curieux, on a 17% et pourtant c'est pas significatif. Bon voilà, ça c'est le mystère des statistiques, il y a certainement une très bonne raison derrière. Donc voilà. Alors, ici, vu qu'on n'a qu'une seule VI significative, pour l'étape 3, on ne va regarder que des tests post-hoc pour ma VI significative. La taille de l'entreprise ici, c'est donc ma VI significative, et donc j'ai demandé à Bonferroni, donc c'est exactement la même chose que tantôt, ça n'a pas changé, tout est significatif, donc la satisfaction au travail est significativement différente pour tous les groupes. Ici, on a le contrat de travail du travailleur, Bonferroni. Alors, imaginons un instant que le contrat de travail est donné une p-valeur significative. Donc, on aurait dit que le contrat de travail avait également une influence sur la satisfaction au travail. Alors là, il faut également interpréter Bonferroni. Donc, vous avez autant de Bonferroni ou de Tukey ou de ce que vous voulez que vous avez de VI significatives. Donc, là... Et là, par exemple, vous voyez, on a le genre d'erreurs qui peuvent arriver. Ça arrive, on n'est pas à l'abri. Dès qu'on a quelque chose qui flirte avec la limite, donc là, on est presque significatif, vous voyez que là, on a quelque chose qui est supposé être significatif. C'est-à-dire qu'on a une différence entre CDI et CDD qui apparemment l'est. Comment expliquer ça? Alors, je ne vais pas vous faire les détails mathématiques parce que je ne les connais pas tous déjà de 1 et de 2, je ne pense pas que ça vous intéresse. L'idée, c'est juste de dire que une analyse de la variance
ce n'est pas exactement la même chose qu'un test T, ça je pense que vous pouvez le comprendre assez facilement, et que du coup, il se peut que quand on est vraiment à la limite, il se peut qu'on ait des résultats un peu divergents. Ça n'arrivera jamais à partir du moment où on a une p-valeur ici inférieure à 0, enfin vous voyez là ici on avait un exposant moins 12, ça vous inquiétez pas, vos tests post-hoc qui seront cohérents aussi. Mais dès qu'on a une p-valeur un peu limite comme ici c'est le cas, eh bien malheureusement on peut avoir des résultats un peu bizarres où la Bonferroni, qui en plus est le plus conservateur je le rappelle, nous dit clairement qu'il y a une différence significative de satisfaction au travail entre ceux qui sont en CDI et ceux qui sont en CDD. Donc voilà. Par contre, je ne vois pas d'autres différences significatives. Non, le reste ne l'est pas. Donc ici, moi, je me fierais quand même à l'ANOVA en disant, ben non, c'est presque significatif. Pour rappel, on estime que c'est beaucoup plus grave d'affirmer qu'il y a une différence alors qu'il n'y en a pas que l'inverse. Donc de dire qu'il n'y a pas de différence alors qu'il y en a une. Donc dans le doute, on est prudent et on fait un non-rejet de H0. Là, ça veut juste dire, ok, il y a un souci, est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez de personnes dans mes groupes? Ben, normalement, j'ai quand même 20 et 21 personnes en CDI, CDI, CDD. À mon avis, le problème, il vient du groupe ici. 9 personnes en intérim, c'est pas assez que pour vraiment faire des stats. Et à mon avis, c'est ce groupe-là qui fait tout foirer. Voilà, bref, là on rentre dans des complications imprévues, mais soit. C'est juste pour vous dire, effectivement, les statistiques, c'est pas toujours très simple et parfois il faut prendre des décisions. Donc toujours est-il que, donc ici, on est trop proche, donc ça veut juste dire pour moi, il faut faire une nouvelle étude. Il faut investiguer le problème parce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas clair. Et si ce n'est pas clair, on préfère ne pas se mouiller et on préfère dire il n'y a pas de différence, ou en tout cas, je n'ai pas pu montrer une différence. Donc voilà, donc ça c'est les tests post-hoc pour nos 2 VI. Donc si j'avais une 3e VI, ben, j'aurais un 3e test post-hoc à n'interpréter que si la VI est significative, bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Et alors, les plots dont je vous parlais tantôt, que je vous disais que ça pouvait être intéressant, eh ben, ils sont là. Donc j'ai demandé 2 plots, en fait, où on va inverser l'axe des X et les lignes. Ici c'est contrat de travailleur en X et taille de l'entreprise en ligne, et ici c'est l'inverse. Ça permet parfois de visualiser un effet d'interaction. Bon, ici il n'y a pas d'effet d'interaction, mais ça permet vraiment parfois de comprendre un petit peu mieux. Et donc on voit qu'effectivement la satisfaction, peu importe le groupe de CDI, CDD, intérim, on voit que la satisfaction diminue au fur et à mesure que la taille de l'entreprise augmente. Ici on a une satisfaction qui est bien plus élevée que pour les moyennes entreprises et encore plus que pour les grandes entreprises. Donc clairement, là, on voit assez bien l'effet principal de la taille de l'entreprise. Par contre, on ne voit pas spécialement d'effet du contrat de travail. Par exemple, l'intérim, ici, ils sont hyper satisfaits en petite entreprise, mais ils sont hyper insatisfaits en grande entreprise. Donc vous voyez qu'a priori, ça n'a pas vraiment de lien d'effet. Et alors, pareil ici, où de nouveau, on voit de nouveau bien l'effet principal de la taille de l'entreprise, où quand on travaille en petite entreprise, on a une satisfaction extrêmement élevée, plus basse en moyenne entreprise et quand même beaucoup plus basse en grande entreprise. Voilà. Donc quand il y a un effet d'interaction, ces graphes-là, ils sont importants. Ici, vu qu'il n'y a pas d'interaction, ils servent à rien, mais je voulais vous les montrer quand même. Et avec ceci, écoutez, on a bouclé donc l'ANOVA sur SPSS. En tout cas, l'ANOVA paramétrique et pour mesures non répétées, donc pour données indépendantes. Pour une ANOVA 3, c'est le même fonctionnement qu'une ANOVA 2. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Très bonne journée à vous.